Ça y est, c'est officiel, le remplaçant de Lewis Hamilton chez Mercedes a 18 ans et s'appelle Andrea Kimi Antonelli. Après bientôt 8 mois d'inconnu, nous avons enfin une réponse. Étant donné l'âge de l'Italien et le niveau de l'équipe qu'il rejoint, ce transfert est tout sauf neutre. Il y a quelques zones d'incompréhension. Certains pensent que c'est trop risqué et que ce choix est trop tôt, trop hâtif de la part de Mercedes. Vous le savez, ce n'est absolument pas ma vision de la chose. Lors de plusieurs vidéos, et notamment la dernière sur le sujet, le 16 avril, je vous détaillais mon point de vue là-dessus et je disais que Mercedes allait et devait faire ce transfert car c'était le sens de l'histoire et à la fin, on y est. En vrai, cette idée est née le jour où Hamilton a annoncé rejoindre Ferrari et petit à petit, elle s'est imposée comme une évidence jusqu'à devenir une réalité. On va essayer de voir pourquoi. Revenons au point de départ, l'annonce du transfert d'Hamilton chez Ferrari. Mercedes vit ça comme un choc, elle perd le meilleur pilote de son histoire, celui qui a fait son succès sur les 10-12 dernières années. Donc déjà, c'est plus qu'un coup dur sur le plan sportif, humain, symbolique sur le plan de l'image. C'est le plus gros transfert du siècle, le plus gros départ du siècle aussi, et ça, faut le garder en tête tout du long de l'équation. À partir de là, le choix numéro 1, c'est Verstappen. C'est le seul qui pouvait pallier de manière directe au trou laissé par Lewis Hamilton. En plus, les deux parties se connaissent et il y avait de très bonnes idées pour lesquelles Verstappen pourrait signer chez Mercedes, pourrait casser son contrat à Red Bull. Mais voilà, ça ne s'est pas fait. Toto dit que la porte reste ouverte. C'est peut-être une opportunité manquée pour Max. On verra à l'avenir. Ça laissait alors deux options, c'est-à-dire la première, prendre ce qu'il y a de mieux sur le marché, donc sûrement Sainz, même si on peut penser par exemple à Ocon, Hülkenberg, Ricciardo, je sais pas, quelque chose d'un peu plus fou, mais c'était certainement Carlos Sainz, ou bien l'autre option, tenter de penser un peu plus long terme, de profiter du plus gros départ de l'histoire pour faire un petit peu quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, de grand. Dans le fond, la question c'était, est-ce que tu préfères Sainz, qui est une valeur sûre, qui est le meilleur pilote libre, qui est très propre, qui prend plein de points, qui sort de 4 ans chez Ferrari, il a été très bon, et qui formera un top duo avec Russell, mais qui est un pilote dont tu connais le plafond, au mieux c'est un numéro 1,5 on va dire, il a aussi 30 ans, il demande beaucoup, en tout cas plus sur le point de vue salaire et aussi au point de vue des garanties sportives, des garanties au sein de l'équipe. Il a aussi un clan influent que tu ne connais pas. Donc, est-ce que tu préfères ça ou est-ce que tu préfères Antonelli, 18 ans seulement et une vingtaine de courses au-dessus du niveau Freca seulement, mais qui est ta pépite depuis longtemps, potentiellement ton futur numéro 1, un des plus gros talents qu'on n'a jamais vu dans les catégories juniors, qui te fera peut-être passer une autre dimension du point de vue image, en tout cas du point de vue narratif, qui a un plafond lui pour le coup inexploré et potentiellement fou, qui peut lui vraiment être le futur de Lewis Hamilton, voire même le futur de la Formule 1 si on va très loin. C'était un peu pragmatisme versus grosse ambition et pour moi, le choix, c'était Antonelli. Oui, sur les premières années, Sainz aurait pris plus de points et offrait bien plus de garanties, bien plus de très bonnes choses là tout de suite maintenant, mais Mercedes est à un tournant de son histoire. Elle a perdu son histoire en perdant Hamilton, elle doit la réécrire et ça, je pense que Sainz ne pouvait pas le faire. Il leur fallait un coup, un nouveau visage, plus qu'un pilote. Ce n'était pas uniquement une question d'âge ou de niveau, il y avait une dimension bien plus symbolique et bien plus historique dans ce choix. On est à un instant précis de l'histoire de Mercedes, avec une chute depuis la saison 2021-2022, la perte d'Hamilton, il y aura aussi des attentes plutôt mesurées sur la saison 2025. C'était le moment de prendre un virage, de faire ce transfert absolument choc qu'on voit, on va dire, une fois tous les 10 ans. Le dernier comme ça, c'était l'arrivée de Verstappen, mais c'était pas chez Red Bull. Et pour moi ici, c'est justifié car on parle de 3 très grandes choses. Le départ d'Hamilton, le talent de Kimi Antonelli et la grandeur d'une équipe comme Mercedes, donc pour moi tout s'aligne, tout résonne. En plus, on va pas se raconter d'histoire, il était, quoi qu'il arrive, le futur de Mercedes. C'est juste que le départ précipité, en tout cas inattendu d'Hamilton, a accéléré les choses, a accéléré les plans. Normalement, on se disait qu'il allait faire 2 saisons de F2, être champion, faire quelques saisons chez Williams ou dans une autre équipe, et ensuite arriver chez Mercedes à quoi, 21 ans, 22 ans? Bah non, ce sera maintenant à 18 ans, l'histoire va s'écrire différemment, et Mercedes ne fait jamais ça, n'accueille jamais un rookie comme ça directement dans son équipe. C'est aussi le signe que cette histoire, elle est grande, elle dépasse tout ça. Il croit dur comme fer en lui, il est un des plus gros cracks qu'on a jamais vu dans les catégories juniors, il y a une place, bon, pourquoi attendre 1 ou 2 ans de plus?
Voilà, fallait le faire maintenant, il y avait une opportunité. Alors oui, forcément, c'est un risque, hein, on l'a dit, il vient tout juste d'avoir 18 ans, il a commencé la monoplace il y a 3 ans tout pile, et voilà, on l'a dit, il a sauté la F3, il sort à peine de la FRECA, il a fait, je crois, 5 ou 8 meetings de Formule 2. Voilà, on ne voit jamais ce genre de pari, et encore moins directement chez un top team. C'est fou, c'est totalement non conventionnel, ça sort de tout ce qu'on a pu voir récemment dans l'histoire des transferts. Certains pensent donc que c'est trop tôt et on peut pas vraiment leur donner tort, mais je serais un petit peu tatillon en changeant le mot, puisque pour moi c'est pas trop tôt, c'est plus tôt que prévu, parce qu'on l'a dit, cette montée elle est accélérée par le départ surprise d'Hamilton. Mercedes assume d'ailleurs pleinement ce risque. Ils savent qu'ils font subir à Kimi un défi qui n'est pas normal et qu'il faudra lui laisser du temps. Ils pensent simplement qu'il est suffisamment fort et qu'il nous présente tellement leur avenir qu'ils sont prêts à faire les efforts maintenant, à perdre des points s'il le faut et à faire des erreurs s'il le faut. Pas grave, tant pis, il est trop fort, il le faut. Et là, on pense évidemment à son crash en FP1 à Monza. Alors oui, forcément, quand on voit que la seule critique, en tout cas la plus grosse critique qui lui est faite, c'est son inexpérience et son âge, et que le jour où il prend la Mercedes chez lui en Italie pour une sorte de fête, eh bien au bout de 10 minutes, il est dans le mur. Forcément, c'est très très gênant. Les critiques ont été assez virulentes. D'ailleurs, je trouve que certains se font un malin plaisir à le critiquer, comme s'ils prenaient personnellement le fait que Mercedes ait décidé de faire confiance à un gars de 18 ans. Je sais pas trop pourquoi. Pour autant, sur cet accident, la conclusion me paraît extrêmement claire. Il faut juste dézoomer. On ne juge personne sur un accident en FP1, encore moins vu son âge et sa faible expérience en Formule 1, et encore moins quand c'est une perte qui, dans la même séance, a failli arriver à Hülkenberg, à Sainz, à Colapinto, plus tard aussi à une Red Bull. Et en plus, ce n'est pas une erreur bête, c'est pas comme s'il avait roulé dans l'herbe sous piste mouillée, malheureusement, c'est pas un tacle à Sargent, c'est la vérité, il y a des différences entre des fautes bêtes et d'autres types de fautes, et en plus, quand je revois toute la scène et qu'on analyse les données, en fait, il est allé extrêmement fort d'entrée de séance dès le premier tour, et il faisait un deuxième tour de malade. Si vous regardez le on-board à Ascari, c'est complètement fou, et en fait, à la parabolique, il a freiné 30 mètres trop tard, plus loin en tout cas, plus tard qu'Hamilton. Voilà, c'était en fait trop pour ce que la voiture était prête à prendre à ce moment-là de la séance. Donc finalement, c'est presque une erreur belle dans le sens où il était trop rapide pour la voiture. Je mets des grandes guillemets à cette phrase puisque évidemment, ça reste une erreur qu'on ne doit pas voir, mais c'est plus une erreur d'un gars qui est mort de faim et qui a le potentiel que l'erreur d'un gars qui ne maîtrise pas une F1. Voilà, petite parenthèse là-dessus, et au passage, ça arrive de manière très globale, hein. Tous les week-ends, on voit au moins 1 ou 2 crashs par FP1, par FP2, on l'a vu avec Magnussen par la suite, et c'était aussi arrivé à Lewis Hamilton, quelques mois avant de débuter sa carrière, en essais hivernaux de la saison 2007, il a pris un très gros crash à Valence, comme quoi, tirer des conclusions sur les premières minutes de roulage en F1, voilà, ça ne sert absolument à rien. J'ajouterais aussi que dans toute sa carrière junior, Antonelli s'est fait remarquer par sa propreté, il y a pas de crash, il n'y a pas d'accident, il n'y a pas d'erreur, c'est assez absolument incroyable et il a toujours vécu avec la pression, donc c'est pas une erreur de pression, c'est une erreur de presque trop d'ambition. Et puis pour finir, j'ai envie de dire, d'un point de vue plus global pour la saison prochaine, même s'il fait une saison qui est bourrée d'erreurs, où il y a trop d'erreurs, il y a plus d'erreurs que les autres, en fait, c'est pas grave et ce serait assez logique. Donc voilà, c'est de l'apprentissage, on l'attend fort dans quoi ? Dans 2-3 ans, pas maintenant. Donc la critique du trop tôt, évidemment, on comprend pourquoi elle sort, puisqu'il a que 18 ans, évidemment, mais elle n'est pas suffisamment convaincante ou de nature à faire empêcher ce transfert, ça ne suffit pas, clairement pas. C'est d'ailleurs l'avis des experts des catégories juniors et des cadres chez Mercedes, Toto Wolff et Gwen Lagrue en tête quand même. Alors évidemment, personne n'est parfait dans la vision, dans l'analyse des jeunes pilotes, mais bon, on peut quand même un petit peu avoir confiance en eux, surtout qu'ils l'ont dans le simulateur et dans des voitures tous les week-ends. Et oui, ces derniers mois, ils ont effectué de très nombreux tests. Dès qu'ils ont compris qu'il y avait une vraie possibilité qu'il arrive, ils l'ont fait rouler partout. Il y a eu de très bons échos. Les données ont toutes été analysées, ne vous inquiétez pas. Et puis, ils le suivent depuis 6 ans. Bref, tout ça pour dire que ce n'est pas un coup de sang, c'est une construction et le fruit d'une longue réflexion. Ils ont pris leur temps, ils sont sûrs d'eux. Et aujourd'hui, même si malheureusement on fait beaucoup moins rouler les jeunes dans les conditions réelles, à part quelques petites FP1, et même s'il est vrai qu'il y a un énorme écart entre ce qu'est la F2 et ce qu'est la F1,
eh bien on a quand même des outils modernes pour adapter ces jeunes pilotes, que ce soit au sein de l'usine, du garage, le simulateur, les datas, ils sont très bien préparés. Et j'ai d'ailleurs l'impression que les dernières générations, là très récentes, sont extrêmement fluides. Suffit de voir l'exemple des piges de Lawson ou de Biermann qui ont été bonnes directes, ou l'exemple d'un Piastri. Voilà, la nouvelle génération plaide en faveur d'Antonelli parce qu'il s'adapte extrêmement vite. Et globalement, de base en Formule 1, j'ai quand même tendance à dire que le talent est beaucoup plus important que la préparation. Si t'es fort, t'es fort. Regardez Leclerc qui a été mis chez Ferrari au bout de 20 courses seulement face à Vettel avec une voiture qui a été capable de jouer les victoires. Il était fort, ça a marché. Regardez Verstappen, regardez Raikkonen qui sont eux arrivés pour le coup bien trop tôt, bien trop jeunes. Et ben ça a marché quand même parce que les mecs étaient juste trop forts. Mercedes là a jugé que le talent d'Antonelli était de nature à rentrer dans cette catégorie. Et perso, je suis plutôt d'accord. Pour certains, le meilleur move aurait été de prendre Sainz là pour 2 ou 3 ans et d'envoyer Antonelli faire une deuxième saison de F2, puis une formation dans une autre équipe avant d'arriver. Je comprends ce point de vue et d'un point de vue moyen terme, c'est très pragmatique. C'est vrai que ça aurait sûrement ramené plus de points, mais je ne valide pas du point de vue de Mercedes d'un point de vue plus global et surtout plus long terme. L'opportunité qui s'est présentée à Mercedes à ce moment-là de son histoire, il fallait la saisir. Prendre Sainz, ça aurait été perdre en symbolique et quelque part le besoin de l'équipe n'aurait pas été totalement comblé. En plus, Sainz sentait bien que même s'il avait été signé, derrière lui ça poussait à la porte, c'était Antonelli le futur plus que lui, et un jour il aurait fini par être remplacé par l'Italien, donc c'est pas hyper confortable, il voulait sûrement plus de garanties, et voilà, et je pense que globalement, si tu penses qu'Antonelli est ton futur et qu'il est suffisamment fort, perds pas de temps, mets pas un mec à sa place pendant quelques saisons, ce serait bizarre. Voilà pourquoi, pour moi, à part Verstappen, évidemment, personne n'était suffisamment fort pour empêcher l'opportunité Antonelli. Il n'y avait aucun argument rationnel pour annuler l'opération, car on parle d'un pilote qu'on voit peut-être une fois tous les 10 ans, tous les 15 ans. Il suffit de voir l'effervescence suscitée par sa FP1 pour comprendre qu'il est spécial, et ça, tu l'es ou tu ne l'es pas, et lui, il l'était dès le karting où Ferrari et Mercedes étaient dessus très vite quand même, ça ne trompe pas. Il a été ensuite 2 fois champion d'Europe, il a ensuite gagné la F4 Italie et la F4 Allemagne et la Formule régionale dès sa première saison, puis ensuite la FRECA, bref, absolument incroyable, c'est fou, c'est du jamais vu niveau résultat et niveau hype en catégorie junior. Et c'est pour ça qu'il est passé en Formule 2 sans aller en Formule 3, parce que je pense que c'était une étape devenue inutile pour lui, vu son talent, vu ce qu'il avait déjà prouvé, vu ce qu'il avait déjà obtenu, ça ne lui aurait rien appris de plus, il n'y aurait rien gagné. Et sa saison de F2, perso, je continue à dire qu'elle est vraiment bonne. C'est Prema qui est en grosse galère, pas lui, puisque lui, depuis le premier week-end, il bat Biermann et je pense qu'il l'a battu sur 90% des séances. On a vu très peu, voire aucune, en tout cas aucune grosse erreur, et puis il y a des points qui sont marqués très régulièrement. Il est quand même 7ème du championnat à 10 ou 15 points du top 5. C'est très bien pour un rookie dans une équipe qui n'a pas eu toutes les facilités, surtout au début. Et voilà, il y a aussi ces 2 victoires, notamment à Silverstone sous la pluie. C'était quand même très spécial, même s'il partait devant et qu'évidemment dans ces conditions, c'est toujours plus facile. Et il y a eu la course longue en Hongrie où il a fait une masterclass tactique, stratégique, en ayant appris de ses erreurs de la veille là-dessus. Et il a aussi fait 2 ou 3 dépassements, notamment dans le cœur du circuit, qu'on ne voit pas chez les autres pilotes. Rappelez-vous, cet hiver, on avait peur que ce grand saut le crame, et pas du tout, c'est même plutôt l'inverse qui est en train de se produire. Franchement, je trouve que pour son CV et pour le niveau de sa voiture, il fait un top championnat. En plus, ces derniers temps, j'ai un petit peu tendance à relativiser la capacité de la Formule 2 à nous donner une vraie réponse sur le niveau des jeunes pilotes. Alors voilà, déjà c'est un championnat de formation, donc on n'est pas là non seulement juste pour gagner le titre, voilà, plein d'autres choses rentrent en compte. Et puis avec les grilles à course inversée, enfin les courses à grille inversée, pardon, et puis les nombreux faits de course qui ont eu lieu cette saison avec les casse-moteurs, les niveaux des équipes qui sont vraiment pas homogènes, franchement le classement il est à prendre avec des grosses pincettes, et l'impression laissée compte beaucoup plus à mon sens. Le timing aussi, c'est comme ça, et c'est pour ça que Pourchaire et Drugovich ne sont pas aujourd'hui sur la grille. Ils sont très forts, mais il y a plein d'autres éléments qui rentrent en compte, et Antonelli, lui, les aligne tous. Et puis la F2, voilà, il y a tellement de contre-exemples. De Vries qui a gagné, qui a fait un flop en Formule 1, même si on peut pas le résumer à ça. Bon voilà, Tsunoda, qu'on n'attendait pas forcément, qui lui est un bon pilote de Formule 1. Bref, la F2 peut servir à prouver et déprouver un petit peu tout et n'importe quoi. Donc perso, j'aurais tendance à dire que la F2, dès l'arrivée en F1,
on l'oublie, et ce qui compte c'est le talent, l'impression, ce qu'ont vu les équipes, et je pense qu'avec Antonelli, quelque part on en a déjà vu assez. Il a toujours été bon partout et d'entrée de jeu, sans faire d'erreur, en course comme en qualif, il a vraiment des qualités dans les deux, faut pas vraiment négliger ni l'un ni l'autre, et sans jamais souffrir de la moindre contestation, sans avoir de période de creux, sans se faire remarquer négativement. En fait, il donne l'impression d'être simplement naturel, comme si pour lui, tout était normal, il a un sang-froid énorme. Vraiment, c'est un petit peu semblable à ce que fait Piastri, notamment en Formule 1, et c'est un petit peu semblable à cette nouvelle génération qui est complètement calme. T'as l'impression que rien ne les impressionne, ils passent en Formule 1, ouais, bon, bah vas-y, c'est pas grave, j'étais en Formule 2, je passe en F1, y a pas de problème. Ils sont aussi, je trouve, vraiment ultra lucides, ultra intelligents. Antonelli, on a vu passer récemment une vidéo où il se rappelle de tous ses chronos, de toute sa carrière quasiment, il fait quasiment jamais entendre le son de sa voix. Bref, il a une personnalité qui est totalement, je trouve, dans cette nouvelle génération de pilotes, qui est super intrigante, voilà, qui est naturelle, qui est générationnelle. C'est assez exceptionnel. Mercedes passe dans le futur avant les autres équipes en le prenant. C'est un peu ce sentiment-là que ça donne. Et au moment où tu perds Hamilton, bah ouais, c'est logique de tenter de trouver cette nouvelle génération. Bref, voilà, c'est comme ça. Attention tout de même, il faut dire que son parcours junior, si je dois y mettre une critique, il a plutôt été fait toujours dans le confort, en bénéficiant des meilleures voitures, en conduisant quasiment toujours chez Prema, en ayant aussi toujours l'environnement de Mercedes autour de lui pour faire absolument ce qu'il voulait. Mais bon, d'autres ont eu cette chance et n'ont pas montré les mêmes choses que lui. Et cette année, on a vu que même dans la difficulté, il s'en sortait bien. Il va quand même avoir besoin de se confronter un petit peu à de la difficulté. Mais bon, ça tombe bien, la difficulté à partir de maintenant, c'est ce qu'il attend, clairement. Alors justement, eh bien c'est quoi la suite pour Andrea Kimi Antonelli? Que faut-il en attendre? Comment faudra-t-il le juger sur les prochaines saisons? Bon, déjà là, on va bien le préparer, que ce soit dans les coulisses, à l'usine, au simulateur, dans des tests ou aussi sur la piste avec des FP1. Je pense qu'ils vont tenter de reproduire le modèle Birman chez Haas et Ferrari. D'ailleurs, depuis le début de saison, Mercedes l'a beaucoup fait tourner sur des vieilles Formule 1. Rien n'est laissé au hasard et il va arriver en F1 avec énormément de kilomètres, beaucoup plus que certains autres pilotes. Il va aussi devoir finir sa saison de Formule 2, et oui, il faut pas l'oublier, et il faudrait finir du mieux possible, c'est l'un des 3 objectifs que je lui vois, peut-être viser le top 5, ce serait vraiment un gros message envoyé avant la Formule 1. Ensuite, il faudra montrer que sa promotion ne l'a pas affecté, mais voilà, quand on voit qu'il a repris après son crash en Formule 1 sur de bonnes bases, en faisant le 6e temps devant Birman, franchement, je trouve que ça va. Et puis dernier point, jouer vraiment quasiment tous les week-ends, les podiums, les victoires, voilà. Montrer que du début à la fin de la saison, la progression aura été linéaire, puisque progression linéaire, c'est vraiment la chose qu'on va lui demander à partir de maintenant en Formule 1. Et puis l'an prochain, en F1, ça va être un sacré défi, déjà résister à la pression médiatique, à la pression d'être chez Mercedes, à tout ce qu'on va dire de lui. Franchement, j'ai déjà hâte de le voir. Donc je me dis que ça va être fou ce qui va se passer autour de lui. Et puis après, voilà, il faudra que nous aussi, on sache mesurer les attentes sur cette première saison, puisqu'au final, et bon, il a 18 ans, il est rookie, donc déjà de base, faut laisser du temps, mais aussi car du temps, lui et Mercedes, ils en ont. Il n'y a finalement absolument aucune pression de résultat sur son année rookie, que Russell le batte, qu'il fasse des erreurs. Franchement, faut se détendre, ce serait absolument normal, surtout vu son âge. Mercedes a parié sur son potentiel et pas sur 2025. Il faudra quand même évidemment qu'on aperçoive des bribes de son talent, qu'on puisse se dire « Ah oui, je vois pourquoi ils l'ont pris pour dans 2-3 ans, évidemment ». Mais normalement, il devrait avoir une machine qui va jouer les avant-postes. On n'est pas habitué à avoir un rookie lancé aussi haut. En tout cas, c'est pas arrivé depuis, peut-être Lewis Hamilton. J'ai pas tous les éléments en tête, j'y pense juste comme ça. Alors, il y aura des instants où il pourra montrer des choses et je suis sûr qu'il le fera. Et globalement, il lui faut une progression à la Piastri et je ne vois pas pourquoi il n'y arriverait pas à le faire. Pour ce qui est de l'exemple de Verstappen, qui est un peu l'exemple ultime, oui c'est très bien, mais il faut se rappeler que les premières années, on avait vu le potentiel, on avait aussi et surtout vu les gros défauts, mais bon, l'époque est très différente, c'était maintenant il y a 10 ans, et ce précédent existe déjà. Surtout, le caractère d'Antonelli et le management de Mercedes me semblent largement opposés à ce qui se passait à l'époque chez Toro Rosso et Verstappen. On l'a vu d'ailleurs après l'accident, la radio de Toto est très calme, on voit qu'il pense sur de long terme, alors que j'ai envie de penser que si Hadjar s'était craché de la même manière dans la Red Bull, Helmut Marko lui aurait dit de ne plus jamais s'approcher du garage, mais bon, c'est deux managements très différents. Donc en 2025, on n'attend rien ou quasiment rien d'Antonelli, il faudra se tenir à cette règle-là. Je sais que c'est tentant de regarder chacun de ses tours, de se dire oh là il a mal fait, là il a mal fait. Il a 18 ans, c'est sa première saison et on a parié sur du long terme.
Après, il y a quand même un élément qui va jouer pour lui. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je pense Mercedes n'a pas attendu, l'a pris dès maintenant. C'est qu'en 2026, on change totalement le concept des voitures. Ça, c'est bon pour Antonelli. Ça veut dire que par rapport aux autres, ils repartent tous un petit peu à zéro. Et lui aura déjà une saison dans les pattes, une saison où il aura appris plein de trucs, fait tous les circuits déjà une fois, connu toutes les galères que tu dois connaître au début. Et là, au bout d'un an, on remet les voitures à zéro, personne ne les connaît. Ça, c'est génial pour Antonelli. C'est pour ça, c'est pour cette révolution 2026 où Mercedes aura l'espoir d'enfin revenir sur le haut de l'affiche avec en plus une révolution bien axée sur le moteur, ce qui est leur particularité. C'est pour ça qu'ils ont pris Antonelli, c'est pour ce futur-là. Et c'est donc à partir de là qu'on pourra commencer vraiment à le juger, toujours en faisant attention comme on le fait avec Oscar Piastri cette année. Mais la deuxième saison, généralement, si t'es très fort, on commence à le voir. Je reprendrai l'exemple de Leclerc, deuxième saison en F1, première chez Ferrari, premier Grand Prix, il fait la pole. Bon, voilà. Russell aussi, dès qu'il arrive chez Mercedes, après 3 ans chez Williams, ça paye cash direct. Piastri, là, on voit qu'il a gagné, que ça monte en puissance. Bref, la deuxième saison, c'est à partir de là qu'on verra et petit à petit qu'on devra voir de plus en plus de choses. Et à partir de là, à partir du début 2026, il faudra commencer à justifier l'audace de ce transfert, de prouver que ce n'était pas trop tôt et que l'objectif moyen terme, long terme était réellement valable. Il faudra faire finalement la démonstration du talent hors norme d'Antonelli. Bien voilà, vous avez mon avis sur l'un des transferts les plus excitants de ces peut-être 10 dernières années, c'est absolument incroyable. Perso, je trouve que c'est le meilleur choix possible et je pense pas être en train de m'emballer puisque j'ai expliqué assez calmement toutes les raisons qui m'amenaient à ça d'un point de vue moyen-long terme chez Mercedes. Je pense qu'il a le temps, il faudra être patient sur 2025, je le serai personnellement, j'essaierai de l'être. Bref, voilà, je sais en ayant vu les réactions à son crash que le sujet divise, donc j'attends désormais vos avis en commentaire pour pouvoir en discuter. Si la vidéo vous a plu, pensez évidemment à la liker, à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Et on se quitte avec Enzo Ferrari qui est content pour l'Italie car ça y est, c'est enfin le retour d'un pilote italien potentiellement grand en plus. Mais bon, il court pas chez Ferrari. Donc au final, est-ce qu'il est vraiment italien? Je sais pas. À bientôt.